Bonjour, jeudi midi, vous avez désormais l'habitude. Jeudi midi sur Décideur TV en direct et puis des podcasts disponibles sur Décideur TV et sur des sites partenaires. Les décideurs de la gestion, chaque semaine, deux des meilleurs gérants de la place viennent confronter leurs idées. D'abord, commenter l'actualité, confronter leurs idées, et puis, le plus important, répondre à vos questions d'une part, et d'autre part, trouver un concept d'investissement, ou des investissements d'ailleurs, et des valeurs sélectionnées. Autour de moi, Christian Ginollac, Gaspal Gestion. Bonjour Christian. Bonjour. Et monsieur qui va se présenter. Marc Boukobza de Fastea Capital. Alors Fastea Capital, c'est une société qui est nantaise. Tout à fait, siège social à Nantes, créé en septembre dernier, avec un bureau secondaire à Paris que j'occupe. Bien, bienvenue. Bienvenue au club, allons-nous dire. Alors l'actualité, c'est la croissance mondiale qui semble en cause, y compris en Asie, donc un peu partout. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle, Christian? Alors ça dépend de quel côté on est. La croissance mondiale, oui. Ce qui a été un petit peu le choc, je crois, c'est il y a quelques semaines quand on nous a annoncé que la croissance chinoise commençait à faiblir, puisque en fait l'Europe, on sait qu'elle est quasiment à zéro. Les États-Unis vont peut-être un petit peu mieux que ce qu'on le pensait. On est dans les 2% à peu près, mais c'est qu'on est loin de leur rythme normal. Alors il reste les pays émergents. Les pays émergents, on sait que l'Inde est un petit peu ralentie par des taux élevés, par l'inflation, etc. Le Brésil ralentissait un peu, il nous restait la Chine. Oui, alors on avait tous les regards arrivés sur la Chine et patatras, les chiffres qui sont sortis ne sont pas très bons. Alors à cela, on peut dire que la Chine d'abord est en phase de changement à la tête du pays. Donc il ne se passera rien de fondamental en Chine cette année. Deuxièmement, les Chinois, je crois, ont pris en main le problème de la reconversion de leur économie, d'une économie d'exportation et d'investissement en infrastructure vers une économie plus tournée vers la consommation intérieure. Alors tout ça, ça prend un petit peu de temps. Il ne faut pas oublier qu'une économie tournée vers l'extérieur, quand les autres pays ralentissent, elle ralentit aussi. Bien, bonne ou mauvaise nouvelle? Je dirais rarement une bonne nouvelle, hein, quel que soit le côté où on se place. Forcément, la croissance est une condition nécessaire mais pas suffisante. Ça ne suffit pas forcément pour réduire les inégalités et les déséquilibres macroéconomiques régionaux. Néanmoins, il est clair que voir les marchés émergents, qui étaient jusque-là un peu le dernier moteur de croissance qui nous restait, commencer à caler d'après les derniers chiffres, c'est plutôt une source de mauvaises nouvelles et d'inquiétudes, et ça enlève des débouchés, notamment aux entreprises européennes et américaines. Il y a donc une question qui était la grande question, c'est celle des matières premières, du pétrole, puisque pour jouer les marchés émergents, un des moyens était celui-là. Par ailleurs, ça pénalisait les économies plus matures. Question, on peut s'attendre à des corrections là-dessus? Alors, ce qu'on voit, c'est que certaines matières premières ont commencé à être un peu moins fermes. Par contre, le pétrole se tient très bien. Et il y a tellement bien. Il y a un peu de géopolitique pour le pétrole. Alors, il y a de la géopolitique, il y a l'Iran, il y a tout ça. Mais tellement bien quand même qu'on pense à aller taper dans des stocks stratégiques, à la fois aux États-Unis, en Europe. Une matière première aussi qui est un peu plus faible en ce moment, c'est l'or. Alors, l'or, on peut toujours se demander ce que ça veut dire. À la limite, ce serait presque rassurant, puisque ça voudrait dire qu'on est dans une période de risque moindre. Mais certainement, on voit que les marchés boursiers des pays matières premières, essentiellement le Canada, l'Australie, se portent un peu moins bien ces derniers temps. Alors c'est une bonne nouvelle, en revanche, pour d'autres économies. Nous, on a beaucoup de grands groupes industriels qui sont très consommateurs d'énergie ou de matières premières. Oui, normalement, il va y avoir un effet assez positif sur les coûts. D'ailleurs, il était assez étonnant de voir que jusqu'à présent, les matières premières tenaient très bien leur traîne, alors que l'économie mondiale était en phase de forte décélération, voire de récession. Donc c'était quelque chose d'un petit peu anachronique qui est en train de se régler. Et effectivement, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle du point de vue des coûts des entreprises, mais c'est aussi un signe... Vous avez une idée d'une entreprise pour qui ça serait une bonne nouvelle? Toutes celles qui sont à base de pétrole, industrie plastique, automobile, etc. Ça ne peut que leur donner un petit coup de fouet, mais c'est aussi un signe que la croissance mondiale est
plutôt faiblarde, et ça c'est un point négatif dans la structure de coût des entreprises. Alors, bien que ce ne soit pas lié toujours à l'actualité, Christian, BP a connu le parcours qu'on a connu, Total. Est-ce qu'on craint un scénario BP pour Total? Ah, on peut toujours craindre. Alors, les techniciens disent que ce n'est pas le même problème, parce qu'il n'y a pas les mêmes risques de pollution. On a du gaz, on n'a pas du pétrole, donc on ne va pas avoir une nappe de pétrole qui va recouvrir toute la mer du Nord et s'échouer sur les pingouins norvégiens, et même peut-être écossais. Donc, de ce point de vue-là, on est quand même protégé. Mais de l'autre côté, ça semble être également un puits difficile à éteindre, ou en tout cas à boucher, et avec un risque d'explosion. Il y a l'effet image aussi, parce que... Il y a l'effet d'image, mais n'oublions pas que le risque d'explosion, financièrement, c'est ce qui coûterait très cher. Oui, puisqu'on est dans on des... 10 milliards. On parlait, moi les chiffres que j'ai vus, c'est 4-5 milliards. Alors, dont 2,7 pour Total. Ça gagne 1 milliard par an, 1 milliard par mois Total. Donc ils sont en risque pour 6 mois de... Sauf que, attention, parce qu'ils n'ont pas 100%. Hein. Oui. Non, c'est 2,7 en fait. Total donc est ils sont en exposé risque au pire d'un trimestre de bénéfices. à 2,7, sachant qu'a priori, même si on a tous en mémoire BP, c'est quand même pas la même chose. S'ils ne sont pas assurés. S'ils ne sont pas assurés... S'il n'y a pas d'assurance. Oui, parce qu'en termes d'exploitation, ce que j'ai vu, c'est que ça leur coûtait à peu près 15-16 milliards par jour. 15 millions par jour. Oui, donc là donc, ça ne remet pas en cause à la fois le statut et le statut de valeur de rendement, probablement. Non. Parce que BP, on a aussi passé le dividende. Il y avait aussi du symbole, bien sûr. Oui, d'aller polluer les plages de Louisiane, ça coûte cher. Hein. Bien. Nous, on a tranché, on a acheté hier. Vous avez acheté Total. On a acheté hier. Christian? On n'en avait pas avant. Moi, nous étions, alors, comme on dit toujours, sous-pondérés en Total, parce qu'on avait... Mais c'est quand même vu son poids dans le CAC 40, on est facilement sous-pondérés. Oui, et puis c'est une valeur quand même qui est intéressante, parce qu'il y a un très bon rendement, 6,5%, et puis le pétrole se tient bien. La question qu'on peut se poser, c'est de faire un parallèle un peu avec les mines d'or. On voit très bien que les mines d'or n'ont pas suivi la hausse du métal. Est-ce qu'on aurait sur le pétrole le même genre de phénomène, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a accès au pétrole directement. Des investisseurs internationaux peuvent acheter des fonds qui achètent du pétrole directement sans passer par les valeurs pétrolières. C'est l'effet tracker, quoi. L'effet tracker, etc. Sur le pétrole, il y a même deux choses. C'est qu'il y a d'un côté le tracker plutôt que la compagnie pétrolière, et il y a de l'autre côté l'équipementier plutôt que la compagnie pétrolière, parce qu'il y a du levier sur l'équipementier. Comme les compagnies sont forcées d'investir lourdement, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter celui qui va recevoir l'argent des investissements que celui qui va le dépenser? Exactement, et d'ailleurs dans les sélections données par les gérants du club depuis 3 semaines, on a Technip, on a Vallourec, on a CG Veritas qui ont été cités. Bien sûr. Si vous en prenez une dans les trois. On n'en a aucune pour l'instant. Donc, pour l'instant, et vous regardez le secteur des... nous, on n'a pas d'a priori, on regarde tout. Des équipementiers. Notre seul critère, oserais-je dire, c'est la valorisation. Donc on regardera tout. Pour l'instant, on n'est pas exposé dessus. Et on n'était pas non plus sur le pétrole avant. Bon, actualité pour finir, c'est la fin du trimestre. Beau trimestre sur les marchés financiers. Formidable. Au contraire, 8,22 pour le CAC 40 malgré la baisse des 3 derniers jours, 15% sur les valeurs moyennes, 19% sur le Nasdaq. Alors, est-ce que le pain blanc de l'année a été mangé? Parce que ce n'est pas la première année où on fait un très beau premier trimestre, y compris l'année dernière, on a fait un assez beau premier trimestre, ça c'est pas très bien fini. Est-ce qu'on a mangé notre pain blanc? Et où est l'histoire? Puisque l'histoire du premier trimestre, ça a été, on craignait qu'on ne s'en sorte pas de toutes ces crises de dette souveraine, etc. Les injections de liquidités ont fait qu'on s'en est sorti, donc il y a eu un ouf, mais qu'est-ce qu'il peut faire derrière? Question peut-être pour commencer. Alors, si on reprend d'abord la situation générale, on a vu que l'économie mondiale est en croissance, mais elle n'accélère pas cette croissance. Elle a même peut-être tendance à ralentir, ce qui est toujours un facteur négatif pour les marchés. Maintenant, à ce ralentissement est attaché un facteur qui est positif, si on regarde les choses, qui est le fait que les taux d'intérêt ne vont pas monter. Et les banques centrales, à la fois aux États-Unis, en Europe, vont certainement garder une politique très accommodante. Cette politique accommodante, elle est, à contrario, très favorable au marché boursier.
on se rend compte que, si je prends l'exemple de l'Europe, le marché monétaire au jour le jour est aux alentours de 0,30, le 3 mois est en dessous de 0,8%, alors qu'on a une inflation de plus de 2%. Donc il est clair donc des que... taux négatifs, il faut aller sur des actifs réels. Voilà, il est clair que les placements en taux, c'est-à-dire sécurisés, ont une rentabilité inférieure aujourd'hui à l'inflation. Alors ce n'est pas une situation très satisfaisante. Et donc, comme un certain nombre d'investisseurs se font ce constat, il y a de l'argent qui est en train de basculer vers les marchés actions. Oui, alors justement, pour aller dans le sens inverse, Eric pose une question. Une récente étude montre que les banques ont utilisé le fameux Sarkozy Trade, c'est-à-dire les fonds qu'on leur a donnés, pour reprêter en obligations et pas pour investir sur les marchés ou dans les entreprises. C'est pas inquiétant, ça ? C'était assez prévisible quand même si je n'ai pas encore vu cette étude, donc je ne connais pas l'ampleur, mais il était assez malheureusement prévisible que les banques, ne se faisant pas confiance entre elles, comme le montre le marché monétaire, n'aillent pas injecter cet argent dans l'économie. Et d'ailleurs, on a eu un très faible taux du crédit bancaire, à 0,7%, qu'on n'avait pas vu depuis la pire crise, donc 2008. Alors même question que tout à l'heure. Beau trimestre sur les marchés financiers, est-ce qu'on a mangé son pain blanc ? Est-ce qu'il y a un moteur ? Le moteur que Christian évoquait, c'était la politique accommodante maintenue. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a mangé son pain blanc ? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'est pas idiot de sécuriser ses bénéfices, sachant qu'il y a un premier support qui est très important sur le CAC à 3360 et qu'on n'est plus très loin. Donc il peut y avoir un rebond technique, mais on reste quand même relativement prudent pour le T2, parce qu'on pense que la thématique dette souveraine n'est pas du tout terminée et que si les deux LTRO ont bien soulagé le système bancaire en Europe, il n'est pas impossible que malheureusement les dettes publiques souveraines reviennent à la mode dans un mauvais sens, c'est-à-dire qu'on revoit à la hausse les déficits publics qui sont évidemment la conséquence de politiques d'austérité menées tous azimuts et sans discernement. Christian, le moteur qui pourrait y avoir, c'est vraiment la technique financière. Ouais. C'est pas la croissance. Par contre, je partage ces craintes sur la dette européenne parce qu'on a devant nous un phénomène aussi que en Italie, en Espagne, les nouveaux dirigeants vont bientôt avoir passé le cap des 100 jours. Oui, et clairement, quand on voit ce qui se passe en Italie, on a un gouvernement qui est un gouvernement de spécialistes, d'économistes. Ce n'est pas un gouvernement qui est politique. Et on rentre dans la phase difficile au niveau du dialogue social. J'ai une question d'un auditeur. Les craintes sur l'Espagne vont-ils plomber ? Donc, Italie, Espagne. Voilà. Et puis alors nous avons aussi... Et puis même les bons élèves, c'est-à-dire l'Irlande où ça se passe plutôt bien, il y a un moment où ça se passe bien. Ça se passe bien en ayant... L'Irlande, le Portugal, normalement, ça doit se passer bien. Puis c'est des pays dont la taille est telle que... Et puis c'est des pays qui ont été très sérieux. Oui, beaucoup plus sérieux que d'autres petits pays situés plus à l'est de l'Europe. Donc, même en France, on a une échéance électorale dans un mois qui n'est quand même pas négligeable parce que on entend beaucoup les candidats parler de hausse d'impôts, on les entend peu parler de réduction de dépenses. Or, les marchés sont très axés sur ce problème-là. Bien, bon, on va y revenir. J'ai petite séance questions. Une question sur... excusez-moi, parce que... donc j'avais une question sur Total, mais je pense qu'on y a répondu. J'ai une question sur les adjudications pas d'adjudication, parce qu'on ne paye pas les attributions de licences pour les chaînes de télévision. Est-ce que ça impacte d'une manière ou quelconque TF1, M6, Next, Énergie ? Bon, je pense que ça fait longtemps que les chaînes TNT n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt, je pense, pour le téléspectateur. C'est souvent des robinets à clips et de rediffusion des années 90. C'est quand même la révolution des dernières années. En technique, je veux bien. Non, en audience. En contenu, BFM TV a changé quand même. C'est différent. Il y a des chaînes de télévision. Il y a des chaînes de news différentes, effectivement, dans des flux, mais il y a quand même beaucoup aussi de robinets qui ne servent pas à grand-chose. Et quand on voit les thèmes retenus par ceux qui ont eu des licences, on peut quand même s'interroger sur l'objectif d'audience qu'ils peuvent afficher. C'est-à-dire que c'est des cas très différents. TF1, M6 sont des grands paquebots, gérés un peu plus grands que pour chez TF1 que chez M6. Next et Energies, ce sont des exploiteurs de pépites, en radio d'ailleurs, et
Vous avez une idée sur ce Parce que secteur? ce que je pense, c'est que c'est une très bonne chose pour la pluralité, parce qu'on voit que les chaînes dites publiques, leur part d'audience baisse, et on peut se demander si vraiment aujourd'hui on a besoin de chaînes dirigées par, enfin, ou en tout cas qui appartiennent à des gouvernements, alors que la liberté de la presse et de l'information a fait ses preuves. Bien, alors autre question. Téléphone. Vivendi, qu'en attendre après le départ de M. SR, la nomination comme président de celui qui est peut-être le plus responsable du rachat malheureux de la participation de Vodafone dans SFR, est-ce que c'était un titre très décoté? Maintenant, on sait pourquoi il était très décoté, c'est parce qu'il avait suivi une stratégie dangereuse. Est-ce que c'est le moment d'en profiter? Nous, on en a un petit peu, mais on en avait avant la baisse, hein, pour être totalement transparent. Oui, parce que c'était pas tout à fait les seuls. Oui, non, mais on est transparent, il n'y a pas de souci. SR a joué le rôle de fusible, c'était toujours comme ça que ça fonctionne au départ. Ensuite, effectivement, SFR, on peut se poser la question de savoir ce qu'ils vont pouvoir délivrer dans les années à venir, nonobstant les soucis normalement temporaires de Free. Mais effectivement, le modèle, outre le téléphone d'ailleurs, avec la télévision à péage qui est menacée quand même par Al Jazeera, et la musique, qui est toujours menacée par nos activités périphériques, piratage entre autres. Il reste Canal. Le Canal est aussi menacé par Al Jazeera, donc bon. Faut se méfier quand même. Christian, Oui. Un peu de décode, beaucoup de rendement Sur Vivendi. sur Vivendi. Ouais. Je crois que ce qui a changé la donne, c'est vraiment, comme on disait, c'est l'arrivée de Free. Hein. Il y avait un marché, ils étaient 3, et puis il y avait un bon fromage, tout le monde vivait bien. Et puis tout d'un coup arrive le vilain petit canard. Et on voit bien que chez Orange aussi, hein, partout, ça entraîne une redéfinition des business models et certainement une baisse importante de la rentabilité. Oui. Donc, on essaie de comprendre ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire, d'ailleurs, n'est pas tout à fait clair, puisque la nomination de Jean-Bernard Lévy pose des questions, puisqu'on sait que le patron de Canal se serait bien vu à sa place et que certains actionnaires verraient bien le patron. Donc, on peut tout imaginer autour de ce secteur. Le téléphone Free, maintenant, c'est trop cher, et les autres, on ne sait pas. Donc, finalement, on ne peut rien acheter dans ce secteur-là. Sur le changement des hommes, on peut très bien dire qu'il y a des gens qui sont plus orientés sur le cost-cutting, sur le resserrement de la gestion, etc., et d'autres sur le marketing, le commercial, la vente, etc. Alors, chez SFR, on va sans doute voir arriver des spécialistes de la réduction des coûts. Oui, on voit difficilement comment ça va se passer. Autrement, sur le coup de rabot, autre question d'Éric, coup de rabot sur la loi Sellier, baisse du nombre de permis de construire. Est-ce que les valeurs du BTP ont du souci à se faire? Alors du BTP, pas forcément, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de travaux de rénovation, notamment suite aux réglementations du Grenelle de l'écologie. Il y a B et TP. Donc tout à fait. Donc on va segmenter. Donc sur l'immobilier en général, nous, on pense vraiment qu'il ne faut pas y être tant du point de vue action immobilière que propriétaire d'appartements ou de maisons. On pense vraiment que là, le pain blanc a vraiment été mangé et qu'il n'y a aucune raison que le marché immobilier tienne. Donc on est plutôt très largement à l'écart des sociétés immobilières de toutes sortes. Et on garde notre confiance par contre sur des sociétés très bien gérées comme Saint-Gobain qui permettent d'avoir un effet très positif sur le marché de la rénovation thermique. Bien. Question, donc une question d'Agathe qui nous parle d'HSBC qui a rétrogradé Free, mais Vivendi, je veux dire, mais qui abaisse également son conseil sur Bouygues. Alors Bouygues, Bouygues, c'est un peu différent quand même. C'est différent, sauf que c'est un peu du SFR. c'est du téléphone mobile et c'est du bâtiment. Et un peu de télévision, comme on a dit, avec des dangers. Oui, et puis la participation dans la stop. Donc, on est clairement dans un environnement qui est difficile pour Bouygues. Alors j'ai une autre question. Clairement. Dassault, alors on parle, c'est un feuilleton ce contrat indien. Quel effet, est-ce qu'il faut le jouer, pas le jouer? Est-ce que Thales, sur lequel la famille Dassault perd beaucoup d'argent, est le bon moyen de rentrer dedans? Qu'est-ce que vous en pensez? On est un peu atterré, je dois dire, enfin pour ma part, je ne vais pas employer la première personne, je ne connais pas la vie de Christian, je suis un peu atterré par
les traditionnelles discussions qu'on a sur les rafales, il serait peut-être bien que tout le monde se taise, jusqu'à ce que le contrat soit oui ou non signé. Ça économiserait beaucoup de salive, ça ferait moins de papier à remplir peut-être pour certains, mais on gravite un peu dans l'inconnu, un jour c'est oui, un jour c'est non. Finalement, le jour où c'était oui, en fait, on est juste rentré dans la shortlist, il peut toujours se passer des choses, il faudrait juste un moment qu'on arrête d'en parler. Quoi. Est-ce que c'est un thème boursier ? Et puis il y a le thème de Thales qui quand même... ça paraît curieux que l'investissement des Dassault soit aussi perdant dans Thales. Autant Veolia, il y a des explications, Thales c'est leur métier. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez pas jouer en bourse sur l'idée qu'un contrat va être signé alors que c'est des contrats très aléatoires, très difficiles, qui sont énormes, mais sur lesquels c'est très difficile. Regardez, prenez l'exemple du Brésil. Il y a quoi ? Il y a un an et demi, on disait ça va être signé le lendemain, puis c'est toujours pas signé. Entre-temps, il y a eu un changement de gouvernement au Brésil. Enfin, c'est des contrats d'État à État, en fait. C'est très compliqué. Sur Thales, Thales, clairement, il y a un problème de reprise en main, il y a un problème de recadrer la rentabilité, et globalement, il y a quand même un problème de dépenses de défense, puisque la défense, c'est malgré tout un des budgets sur lequel beaucoup de démocraties peuvent essayer de rogner pour réduire leur déficit. Donc c'est un secteur qui est à risque aujourd'hui. C'est un grand classique en France, parce qu'en France, on vote des programmes militaires qu'on n'exécute pas, puisque effectivement, au moment où il faut faire une économie, on décale. Si vous demandez aux électeurs, est-ce que vous voulez qu'on diminue, qu'on baisse les dépenses militaires ou les dépenses de la sécurité sociale, je pense que vous avez la réponse. Sans compter que la Grèce, dans ce cas-là, est aussi un des pays où il y a le plus de défense par rapport au PIB, et ça ne sert strictement à rien. C'est un très bon exemple. La Grèce qui investit beaucoup. Et qui a été un succès pour les Français, d'ailleurs. Allez, encore 2 questions dans la séance questions. UBS préfère désormais Danone à Nestlé. C'est une révolution, ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est qu'elle le dire. C'est l'opinion de l'analyste ou du père de famille ou de la mère de famille, je ne sais pas. J'avoue que moi, j'ai pas d'opinion très franche entre Danone et Nestlé. Je n'ai pas vu sur l'historique, il n'y a pas photo. Mais alors, sur l'historique, il n'y a pas photo, effectivement. Maintenant, plutôt l'un que l'autre, j'avoue que je n'ai pas d'opinion très tranchée. Donc, je lirai son analyse. Question un peu plus. C'est toutes les deux des superbes affaires. Hein. Il y en a une qui est beaucoup plus grosse. Hein. Je crois que le rapport, c'est 1,3 ou 1,4 entre Danone et Nestlé. Bon, vous savez, les brokers, il faut bien qu'ils disent, faut acheter. Moi, je trouve que d'avoir les deux en portefeuille, c'est formidable. C'est pas plus mal. Voilà, c'est pas plus mal. Et même si on les complète par L'Oréal, qui a été un peu du Nestlé, c'est pas le drame du siècle. Alors, non plus. La différence peut-être entre les deux, c'est qu'on peut dire qu'il y a une composante spéculative sur Danone. Si un jour un Pepsi ou autre veut monter dans le capital, Nestlé, c'est plus dur. En plus, c'est quasiment impossible, puisqu'il y a un système d'action de préférence, tout ça. Enfin, bien. C'est réglé de la manière suisse. Autre question, Facebook. Alors, Facebook interrompt la semaine prochaine les transactions sur ses actions sur les marchés secondaires, sur les marchés gris. Dans le cadre de la préparation de la bourse, est-ce que ça a un impact sur l'ensemble du secteur ? Parce que Facebook, c'est pas seulement, c'est aussi un symbole. C'est un énorme symbole, effectivement. J'attends de voir les ratios de valorisation, mais je pense que, étant donné ma fibre valuetiste, ça va me faire hérisser les poils. Oui. Je ne suis pas un grand fan de ce genre de société. Le value, c'est aussi comparé. Donc, si on compare Facebook avec Google... Oui. Les deux n'entrent pas, malheureusement, mais Google a fait un très beau parcours. Mais Facebook, j'ai du mal à voir comment ils peuvent gagner vraiment. Et est-ce que les petits problèmes qu'ils ont peuvent impacter l'ensemble ? On disait que le Nasdaq avait gagné 20% depuis le début de l'année, l'ensemble du secteur. Méfiance sur le secteur. Ce sera une base de comparaison, mais comparaison n'est pas forcément raison. Hein. C'est un modèle un peu particulier quand même. Christian, vous regardez ces secteurs-là ou c'est... Moi, j'avoue que ça me dépasse. J'ai déjà du mal sur Apple. Alors, si on va dans le Facebook vous en êtes ou dans le Twitter... Si je comprends pas... Je ne tweete pas. Voilà, si je ne comprends pas, je ne fais pas. Donc, j'achèterai pas de Facebook, mais j'aurai sûrement tort. Alors, stratégie. Alléger, tenir les positions, jouer une rotation sectorielle, révélation des PE... des multiples d'évaluation. Christian, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Moi, j'ai tendance à rester, alors vous me direz, c'est un peu à la fois sur 2 pieds, c'est-à-dire que je garde toujours en fond de portefeuille les grandes valeurs de croissance qui bénéficient de la croissance des pays dits émergents, parce que
c'est là où se trouve malgré tout, même si... un exemple, deux noms. On a cité comme Danone, Nestlé, vous avez cité L'Oréal tout à l'heure, des sociétés plus spécialisées comme le bureau Veritas, on peut citer des choses formidables, alors comme l'industrie du luxe, qui est clairement une industrie qui est très tournée vers l'enrichissement de toutes les populations. Alors, sociétés dans le luxe, vous les connaissez tous, puisqu'il suffit de passer dans une rue élégante et on les voit toutes. Donc vous continuez à rester positionné sur ce secteur-là, et vous allégez un peu sur le reste. Alors sur le reste, on était... Les grandes cycliques qui ont bien marché depuis le début d'année. Les grandes cycliques ont bien marché depuis le début d'année. Ça ne représente pas une part très importante de nos portefeuilles parce que on en avait peu l'année dernière et on a été très contents puisque ça nous a évité des mauvaises surprises. Et en ce début d'année, j'avoue qu'on n'est pas revenu massivement ni sur les cycliques, ni sur les bancaires financières. Financières, qui est l'autre secteur sur lequel on peut se poser des questions. Moi, je suis persuadé que le secteur bancaire est très sous-valorisé aujourd'hui, mais comme on l'a dit, on n'est pas à l'abri d'un revenez-y sur des petits sentiments de crise sur l'Europe. Et à ce moment-là, les banques vont pouvoir souffrir. Alors nous, vous avez dit je sécurise. Ma performance, ça veut dire je vends en français. Disons qu'on nous, on était déjà un petit peu sous-pondéré depuis quelques semaines, donc un peu trop tôt. On a plutôt pour objectif donc la zone des 3360, qui est effectivement en soi, c'est un peu visible, mais bon, on pense que le support devrait pouvoir tenir. Il n'est pas impossible qu'on se prépondère un petit peu à ce niveau-là pour jouer un rebond de quelques pourcents. Mais sur le T2, comme je le disais tout à l'heure, donc vous êtes plutôt à faire toujours un peu de liquidité. Disons qu'à part à l'achat total, par exemple, qu'on a fait hier, on n'a pas acheté grand-chose ces derniers jours. À part Devoteam aussi, qui est une très belle boîte. Alors, donc je vais vous demander un concept et une ou deux valeurs. Alors, le concept, moi je dirais, dans la droite ligne du Grenelle de l'environnement, que tout le monde a oublié ou presque, la rénovation devrait être un moteur très important pour des sociétés comme Saint-Gobain, par exemple, qui est très bien positionné sur le segment. Aussi pour les sociétés plus petites comme Monsieur Bricolage, qui est extrêmement faiblement valorisé et dont le management a enfin pris le taureau par les cornes en s'attaquant à leur point noir qui étaient les magasins intégrés. Et on aime bien aussi dans un tout autre secteur des petites SS2I, entre guillemets, comme Devoteam ou Altran. J'ai vu que l'invité de la semaine dernière en avait parlé. Altran a déjà été cité. Et je pense qu'effectivement, on est au début de la recovery, même si le titre a déjà pas mal progressé. On peut être assez ambitieux sur Altran. Et Devoteam, c'est aussi un peu une histoire. Tout à fait. C'est une très belle boîte avec un excellent management et ça reste toujours extrêmement peu cher et on peut être assez confiant sur le titre. Et dans la liste des valeurs sélectionnées par vos confrères, il y a des choses que vous n'aimez pas? Non, surtout, est-ce qu'il y en a que... J'avoue avoir découvert comme beaucoup Dragon Oil la semaine dernière, je ne mentirai pas. Oui, on aime bien Rally, donc on aime bien Altran, donc comme on vient d'en parler. Wendel, on préfère le support Saint-Gobain plutôt. Oui. Et on est à l'écart effectivement des bancaires et des financières parce que malgré les LTRO qui ont donné un ballon d'oxygène, on a quand même des doutes. Ils sont quand même un peu subventionnés. Donc Christian, très subventionné. Concept, valeur, sachant que vous nous aviez donné dans le précédent passage dans cette émission, Michelin, Technique, Zodiac et Rally, qui ont plutôt très bien marché dans l'ensemble. Et surtout Zodiac, c'était presque le plus surprenant parce que ça a continué. Continuer, oui, mais il y a de bonnes raisons. D'ailleurs, je continue à trouver que c'est une très belle valeur parce que un pétrole cher, c'est une grande incitation à renouveler les flottes d'avions. Zodiac est un équipementier de très grande qualité. Puis en plus, comme on dit toujours, il y a un peu une composante spéculative parce qu'il y a plusieurs familles qui partagent les composantes, etc. Donc Zodiac, je trouve que c'est formidable. C'est un des meilleurs jeux. Michelin, je trouve c'est incontournable. On est encore là dans une problématique vers les pays émergents, puisqu'on a vu que maintenant le premier marché automobile au monde l'année dernière, c'était la Chine. Alors, les voitures, ça a besoin de pneus. Ça, c'est bien vu. C'est une bonne analyse financière. Voilà. Si elles veulent rouler, oui. Voilà. Donc, il faut rouler. Et puis, si les matières premières baissent, ma foi, Michelin va en profiter. Alors, il y a une valeur qui ne figure pas dans vos listes, là, je regardais.
Et si vous voulez bien, on pourrait peut-être en faire notre joker, qui est Veolia. Ah, ça c'est voilà un sujet intéressant. Ça c'est un sujet très intéressant. Sujet intéressant. Alors, Veolia, pourquoi? Alors, Veolia, Veolia, vous avez vu, a beaucoup souffert. Veolia est très endetté. Veolia a tardé à mettre en place sa politique de désendettement. Ah oui, et c'est essentiellement ça, en fait, qui fait le... Ça et quelques contrats, on a l'impression qu'ils n'ont pas été aussi bien nettoyés que chez Suez. Alors, c'est l'impression qu'on a. Alors, il y a aussi, quand vous avez un changement de management, on découvre des choses qu'il faut provisionner, etc. Même dans des pays tout à fait proches, comme l'Italie, par exemple. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que, au niveau de la valorisation actuelle, si ils arrivent à faire ce qu'ils leur plan, et notamment qui va passer en premier lieu par la vente de Transdev, qui est la branche transport, qui est la branche qui souffre le plus, si l'économie se tient, que les taux d'intérêt ne montent pas, et qu'ils arrivent à nettoyer leur affaire, on peut très bien doubler sur les titres sur un horizon de quelques années. Ouais, voilà une bonne nouvelle. Donc, ça sera le mot de la fin. Je note que tous les deux, vous jouez un peu les valeurs vertes, etc., qui ne sont pas au centre du débat électoral, mais c'est peut-être justement pour ça qu'il faut... C'est peut-être la couleur de ce... Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre présence cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même lieu, midi, decidertv.com. Au revoir.